Bonjour, bonjour, bonjour. Très bonne semaine à chacun d'entre vous. Le temps, il a vraiment changé ici. Hein. Et voilà. Très bon lundi. Je vais pas être long ici. Donc, hier, j'ai fait un post où j'analysais le système. Et j'ai vu des gens, comme d'habitude, complètement hors sujet et dire n'importe quoi. J'ai toujours dit ici que on ne peut pas guérir une maladie sans comprendre, sans analyser, sans faire un certain nombre de choses en amont. Avant de guérir une maladie, on cherche d'abord à comprendre le développement de cette maladie. D'où elle vient, quel est l'agent pathogène, etc. Il y a un certain nombre de choses qui se mettent d'abord avant même de commencer à chercher à trouver un traitement. Il faut comprendre la maladie. On ne peut pas jouer dans un tournoi quand les règles sont préétablies, sans toutefois chercher à contourner ces règles. Tu ne peux pas être avec les monstres et vouloir faire le Jésus, ça ne marche pas. J'ai fait une citation de Machiavel où, si on veut analyser ses propos, sa philosophie, sa pensée, c'est qu'il faut s'affranchir des règles en fait. Il faut s'affranchir des règles établies. Dans un de ses passages, il disait que si tes adversaires empoisonnent le puits, mais c'est pas ton rôle à toi de purifier cette eau-là. Si tes adversaires empoisonnent l'eau du puits, ce n'est pas ton rôle, toi qui combats cet adversaire-là, c'est pas ton rôle à purifier le puits. Ton rôle est d'empoisonner ce puits 2 fois plus. De chercher un poison beaucoup plus toxique que celui qui avait déjà été mis à l'intérieur du puits. Celui qui, comme disait Machiavel, celui qui brise la loi, celui qui viole la loi, peu importe les manières qu'il fait pour gagner, ben, ce serait lui qui va dicter tout ce qui va se passer après. Et si tu veux combattre cette personne-là, tu ne peux pas combattre cette personne qui est brutale, qui est violent, qui est sauvage par la manière pacifique. Ça ne marche pas. Je vous mets au défi de me montrer une seule dictature ici qui a été combattue de la manière la plus pacifiste ou pacifique qui existe. Il n'y en a pas. Nous sommes face à un régime dictatorial qui s'est arrogé les droits, qui a fabriqué les lois à son image. Et il faut transgresser ces lois-là pour pouvoir combattre cette dictature. Kalice Beyala a fait une sortie samedi qui a fait couler beaucoup d'encre. Genre, il n'est pas d'accord avec Issa Chiroma. Oh, voilà, Kalice Beyala a parlé et il n'y a plus rien à dire. C'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est amusant, venant de ceux qui ont toujours refusé cette version de Kalice Beyala et qui ont refusé cette version des autres. Quand c'est Kalice Beyala, les camtoïstes, les MRCistes et toutes les personnes qui attendent que Jésus vienne sauver le Cameroun, ne demandez pas à Kalice Beyala de faire pour elle. Il s'en approprie parce qu'il faut railler. Issa Chiroma, c'est votre droit. Hein? Vous pouvez railler Issa Chiroma si vous voulez. Mais si vous vous étiez appliqué cette règle-là, c'est qu'on n'en serait pas là avec Issa Chiroma. C'est que Kamto serait président aujourd'hui. C'est que Kamto serait président aujourd'hui.
Je suis tout à fait d'accord avec Alice Beyala. Je suis tout à fait d'accord avec Alice Beyala. Nous avons eu quelqu'un qui nous a tourné dans la farine pendant 7 ans. Qui nous a fait croire qu'il allait faire tomber ce régime dictatorial. Par sa manière. Ça n'a pas marché. Bien avant Kamto, je rappelle que depuis l'élection volée de 92, les opposants camerounais, Jean-Robert Wafo, que je connais très bien sur les plateaux de télévision, à chaque élection nous a toujours dit qu'elle était la bonne. Que les Camerounais avaient compris que ce régime doit être chassé. Quand on n'invente pas le principe ou le slogan de dans la paix et dans les unes, ne l'invente pas. Il n'y a jamais eu une élection au Cameroun dans la violence. Jamais. Toutes les élections au Cameroun se sont passées dans la paix et dans les urnes. La nuance est que les résultats des urnes n'ont jamais été respectés. C'est ça la nuance. Mais c'est toujours passé dans les urnes. Si Biya usurpe aujourd'hui le fauteuil qu'il usurpe là, il ne l'a pas arraché de force. Il ne l'a pas volé de force. Non. Il a volé en manipulant les résultats des urnes. Cela s'est passé dans la paix. Les Camerounais sont allés à cœur joie voter. Qui pour Biya, qui pour Kamto, qui pour Tiroma, qui pour John Fundi, Joshua aussi au Cabral Libi. Chacun est allé voter. Est-ce que le résultat, est-ce que le vote populaire a été respecté? Ça, c'est un autre sujet. Mais les élections au Cameroun se sont toujours passées dans la paix et dans les urnes. Donc, quand on n'invente pas. Je disais que depuis 97, après l'élection volée de 92, on nous a toujours dit qu'il faut aller aux élections. Les mêmes qui nous demandent d'aller aux élections sont les mêmes qui, tous les jours, sur les plateaux de télévision, accusent le RDPC d'avoir fabriqué un monstre qu'on appelle Onel, qu'on a appelé Onel et Elekam. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui vous disent que ils volent, ils truquent, ils pillent. Et c'est les mêmes qui reviennent à chaque élection vous dire non, cette élection-ci, votez pour nous parce que nous allons gagner, parce que nous allons changer. Écoutez, Cabral Libi, lors de la dernière élection, il vous a dit qu'il allait battre Paul Biya. Il était sûr. Il était sûr. Il fait même partie des rares qui n'a pas vu qu'il y avait une fraude en 2025. Mais depuis 1997, on a toujours utilisé la même méthode. Et le régime a toujours exercé de la même manière le vol électoral, la manipulation des chiffres et une répression sanglante après. Pour asseoir une certaine légitimité. Ça n'a pas changé. Et ça ne va pas changer. Nous avons soutenu Kamto en 2018. Ceux qui ont compris très vite comme moi ont déchanté presque un an après. Et nous l'avons dit que tu vas accompagner Paul Biya exactement comme John Fundi l'a fait. D'ailleurs, il s'en est offusqué lors d'une de ses prises de parole. Alice Beyala a dit ici à plusieurs reprises qu'on ne peut pas chasser ce dictateur-là dans les marches. Qu'on ne peut pas chasser ce dictateur dans la paix, dans les urnes, comme c'est le slogan. Qu'aucune élection ne peut enlever le dictateur Biya au pouvoir. Parce que le système est ancré profondément. La survie du système dépend de sa violence et sa capacité à fabriquer des lois pour lui et à terrasser les autres. Et que ce système-là doit être challengé. Alice Beyala a été insultée. Si on l'a tancé de Mama Kayou, quand elle s'agressait à Kamto, quand elle parlait même aux Camerounais, on était les premiers, hein. Vous étiez les premiers à dire que c'est une intellectuelle de pacotille, c'est une voleuse, elle a fait du plagiat. Tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle a fait de bien ou de mal, tout ce qui n'a pas été peut-être propre, est ressorti à la surface. Parce qu'il fallait peindre Alice Beyala d'une peinture, je ne sais quoi. Ok. Nous avons cheminé pendant 7 ans. Qu'est-ce que cela nous a donné? 7 ans de plus. Donc, rien du tout. Il y a eu une élection en 2025.
Je pense, et sans me tromper, c'est l'une des élections les plus courues au Cameroun. Les plus courues. En 2025. Les Camerounais se sont largement exprimés. Les Camerounais se sont grandement exprimés. Cette élection a été, comme les précédentes, volée. La manipulation des chiffres a été catastrophique. À ciel ouvert. Ils ne se sont pas cachés, ils ne se sont pas privés de le faire. Les Camerounais ont contesté dès les premières heures du décomptage électoral. Les fraudes, les tentatives de manipulation ont commencé dès les premières minutes de ce décomptage-là. Et les Camerounais ont fait barrière à cela. Ont manifesté leur patriotisme et ont voulu, tous autant qu'ils sont, que la vérité des urnes soit respectée. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y en a qui ont perdu la vie. Malgré cela, le régime s'est imposé et a imposé la loi du plus fort. Comme le dit l'adage populaire, elle est toujours la meilleure. Quoique, c'est parce que nous nous sommes laissés abattre. Nous savons tous qu'il y a eu un vainqueur de cette élection. Et ce n'est pas Biabi Vandoba-Telemi, c'est Issa Chiroma Bakari. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et moi, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain et après-demain, je ne suis pas ici pour chanter Issa Chiroma Oye, Issa Chiroma. Je soutiens la victoire de Issa Chiroma. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je n'adhère pas aux méthodes de reconquête du pouvoir. Parce qu'il faut. Le but ici de contester une élection, ce n'est pas seulement de la contester, de l'accompagner. Non. Ce n'est pas seulement de contester l'élection et rester les bras croisés. Non. C'est de récupérer cette élection. Vous allez dire ce que vous voulez dire. J'ai toujours été dans la reconquête et non dans l'accompagnement. Ce que Kalis Beyala a dit hier, c'est ce que j'ai dit lors de la toute première rencontre avec les avocats de Issa Chiroma. C'est ce qu'un certain nombre d'entre nous a dit. Et on a été clair là-dessus. Kalis Beyala dit ici ce que l'avocate sénégalaise, avocat de Issa Chiroma, a dit, et elle a été longuement applaudie quand elle le disait. Le problème, mes chers frères, ce n'est pas seulement Issa Chiroma. Le problème, c'est nous. Nous qui commentons, nous qui disons, ah oui, Kalis Beyala a raison. Mais Kalis Beyala a raison, ok. Mais qui est l'acteur le plus important pour un changement au Cameroun? Je suis désolé. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, ce ne sont pas les hommes politiques. Non. Les acteurs du changement dans un pays, c'est le peuple. C'est le peuple camerounais. Et personne d'autre. Personne d'autre. Je n'ai jamais cru. Et quand le professeur Maurice Kamto l'a dit, qu'il fallait taper les marmites. J'avais toujours dit que ça ne va pas marcher dans le contexte camerounais. Quand il a dit qu'il fallait s'habiller en noir, ça ne va pas marcher dans le contexte. C'est l'accompagnement de la dictature. Maurice Kamto et Issa Chiroma ont tous les deux les mêmes méthodes. Il faut être réaliste pour le dire. Maurice Kamto et Issa Chiroma ont tous les deux les mêmes méthodes. Si vous voulez vous moquer d'Issa Chiroma, ben, commencez déjà par connaître et reconnaître que Kamto a échoué. Puisque ce sont les mêmes méthodes d'accompagnement de ce régime, de ce système dictatorial. Ce sont les mêmes méthodes. Mais je le dis ici,
Aussi longtemps que Issa Chiroma remplit les critères d'un opposant politique, je vais soutenir Issa Chiroma. Même si je ne soutiens pas sa méthode, je vais toujours soutenir la personne qui a été choisie par les Camerounais. C'est aujourd'hui, il faut arrêter d'embrouiller les Camerounais parce qu'on veut aller à une élection. Cela ne va pas changer le quotidien des Camerounais. Cela ne changera rien du tout. Mais je dis bien rien du tout. Quant au député, ne va changer rien dans la misère des Camerounais. Peut-être aboyer, hein. Fais ce que Jean-Michel Ninche fait. Mais je peux vous poser des questions. Depuis que Jean-Michel Ninche fait ce qu'il fait à l'Assemblée nationale, ou que les députés anglophones ont fait, je pense aux députés Wiba et les autres, ou Cabral Libi, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre quotidien? Rien du tout. Ils dénoncent le système, mais ne s'attaquent pas au système. C'est une nuance qu'il faut que nous Camerounais, que nous essayons de comprendre. On ne dénonce pas un système. On essaye de l'éradiquer. On cherche à l'éradiquer, on l'attaque. Et on déracine un système. Dénoncer pour dénoncer n'a aucun effet sur le système. Je me répète, j'ai pas fait la Sorbonne, j'ai pas été, je sais pas, avade ou pas, mais on ne dénonce pas un système. On éradique un système, on combat un système, on détruit un système. Ça, il faut que les Camerounais le comprennent. Si vous avez besoin de députés qui vont rester à l'Assemblée nationale, interpeller un ministre parce qu'il a un programme farfelu de 200 milliards. Et qu'on essaie de dire, ok, on a compris, au lieu de 200 milliards, on va passer à 198 milliards. Et le peuple va applaudir. Le député Jean-Michel Ninche a fait fort. Il a parlé à l'Assemblée nationale. Les ministres tremblaient. Et puis quoi? Est-ce que le projet du ministre est passé ou pas? Est-ce que les 2 milliards qu'on a entre guillemets enlevé pour faire plaisir à ce député, est-ce qu'on ne va pas retrouver une autre façon de remettre ces 2 milliards? On va remettre. Mais depuis qu'on dénonce ce système, Jean-Robert Wafo, habitué des télés le dimanche, le dénonce depuis 1997. Les acteurs politiques tels que Cyril Mbaka le dénoncent au quotidien. Elie Bilobe et les autres dénoncent ce système au quotidien, mais personne ne s'attaque à ce système. Personne ne s'attaque à ce système. Parce que quoi? Parce qu'il faut respecter les lois établies par le système. Parce qu'on veut rester régalien. Mais on ne peut pas combattre une dictature en voulant être régalien. C'est pas possible. Mandela n'a pas combattu l'apartheid, ou l'ANC n'a pas combattu l'apartheid en respectant les lois de l'apartheid. Non. Quand l'injustice devient une norme, l'autodéfense devient un droit. Mandela n'a pas combattu, ni même l'ANC. Mandela a posé des bombes. L'ANC a fait du sale. N'a jamais respecté les lois de l'apartheid. Mais pourquoi voulez-vous respecter les lois établies par celui qui vous domine, qui vous oppresse, qui vous massacre? Pourquoi? C'est ça l'analyse de ce système. Et tant qu'on ne fait pas cette analyse-là, et qu'on nous dit, allons aux élections, nous allons gagner les mairies, on va changer. Il y a eu des maires, il y a eu des gens qui ont gagné des mairies ici au Cameroun. L'opposition a gagné beaucoup de mairies au Cameroun. Est-ce que pour autant la ville de Loum a changé? Est-ce que la ville de Mangjo a changé? Est-ce que Douala 5e, Douala 4e, Douala 3e, Douala, les Douala 2e qui sont passés à l'opposition, est-ce que ces villes-là ont fondamentalement changé? Rien n'a changé. Parce que le système a trouvé un moyen d'asphyxier les maires. Depuis 1996, on parle de décentralisation au Cameroun. Nous sommes à 3 décennies. 3 décennies aujourd'hui, cette décentralisation est toujours en marche. Parce qu'il y a un système
qui ne le veut pas. Et ces hommes politiques n'ont pas compris. Et ne veulent pas. Non, je ne pense pas qu'ils n'ont pas compris. Ils ont parfaitement compris. Mais ils veulent rester des légalistes. Alors même que les lois sont complètement des lois illégales. Complètement injustes. Des lois taillées pour renforcer la puissance dictatoriale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la combattre. Il faut la combattre avec la dernière énergie. Et en ça, celui qui doit impulser ce combat, celui qui doit l'impulser, certes, c'est le peuple qui est la pièce essentielle. Mais on a aussi ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler guide. Et celui qui doit impulser ce combat-là, c'est le guide. Et personne d'autre. C'est le guide. Un guide qui ne prend pas sa responsabilité. Je suis désolé. Un guide qui ne prend pas sa responsabilité ne peut pas rejeter la faute sur le peuple parce que le peuple ne l'a pas choisi, ne l'a pas suivi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que le peuple puisse te suivre? Il faut prendre sa responsabilité. Et que le peuple soit te suit, soit ne te suit pas. Mais ce peuple-là ne va pas te condamner demain parce que tu n'as rien fait. Quand on ne l'a pas fait, il n'a pas pris sa responsabilité de combattre le système, pas de l'accompagner, pas de le dénoncer. Je parle de responsabilité de combattre le système. Et si nous sommes encore dans ce système, c'est parce que depuis 97, après l'élection volée de 92, nous dénonçons simplement, en tout cas, vous dénoncez ce système. Je vais vous prendre un petit exemple avec ce que moi j'appelle dénoncer un système et ce que j'appelle combattre un système. Quelles sont les retombées quand on dénonce un système et quelles sont les retombées quand on combat un système? On peut dire ce qu'on veut dire de la brigade anti-sardinage. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais les faits sont là, les faits sont têtus. Pour la première fois de son existence, je dis encore, pour la première fois de son existence, après Ahidjo, essayons de recontextualiser les choses parce que je vais parler de la diaspora. Ahidjo avait peur d'une diaspora qui la combattait. Ahidjo avait peur d'une diaspora qui la combattait. Et il s'accommodait bien de cette diaspora-là je dis qu'il la combattait. Ahidjo avait peur d'une diaspora qui le combattait. Et il s'accommodait bien de cette diaspora-là qui l'accompagnait. Il n'avait pas de problème avec la diaspora qui l'accompagnait. Ahidjo avait peur de la diaspora combattante au point où il a fait voter des lois cyniques sur la double nationalité. Parce qu'il savait que la plupart avaient cette double nationalité-là. Il le savait. D'ailleurs, y compris lui, je pense. Il le savait. Il avait peur de cette diaspora qui le combattait. Je reviens à ce que je voulais parler tout à l'heure en vous montrant l'exemple entre dénoncer un système et combattre le système. Depuis des années, depuis la session de Biya à la magistrature suprême au Cameroun et sa boulimie de son pays natal qui est la Suisse, les journaux camerounais, Puce Djawé, les autres, le Messager, le Combattant, la Gazette, quels sont la Nouvelle Expression, la vraie version de la Nouvelle Expression, quels sont encore les journaux? Ouais. Le Combattant, le Messager, la Nouvelle Expression, la Gazette. Ouais, je vais parler un peu de ces journaux et même bien d'autres. Les Tikraï étaient Paul Biya encore à Genève. Paul Biya est introuvable. Paul Biya a fils ici. Paul Biya est parti à Genève. Ça fait 45 jours qu'on attend. Ça fait 2 mois qu'on attend. Ça fait 1 mois qu'on attend. C'était la Tikraï quasi quotidienne des journaux au Cameroun. Tout le monde s'en offusquait. Tout le monde le dénonçait, mais personne ne l'attaquait. La brigade anti-Sardinage
a pris ce taureau par les cornes et elle a attaqué Paul Biya au cœur de son aisance à Genève. Nous l'avons attaqué au cœur de sa villégiature à Genève. Nous avons frontalement attaqué Biya. Résultat des courses, il a fait presque 2 ans, 3 ans sans jamais sortir du Cameroun. Nous l'avons chassé à chaque fois qu'il a mis les pieds. Nous avons écourté ses venues en diaspora. Que ce soit à Genève et presque un peu partout. Nous l'avons, d'une certaine manière, tenu tête. Les résultats ont été palpables. Ceux qui nous appellent aujourd'hui malfrats étaient fiers de dire qu'à cause de la basse, Paul Biya reste au Cameroun. Ils étaient sur les plateaux de télévision, les mecs Ndéou, les Sikati, tout ça, ils étaient sur les plateaux de télévision. Vraiment, il faut féliciter ces gars de la diaspora parce qu'à cause de la basse a montré ce qu'on fait à une dictature. On l'attaque, on la combat, on ne la dénonce pas. Parce que la basse existe depuis 2018. Avant la basse, il y avait des mouvements qui dénonçaient les venues de Biya à Genève. Emmanuel Kemtaki Bavad était tous les jours à l'hôtel intercontinental pour dénoncer Biya. Mais ne l'avait jamais attaqué. Avez-vous vu Biya un jour se gêner parce qu'Emmanuel Kemta venait là? Non, il s'en foutait. Quand Emmanuel Kemta finissait de parler une journée, le lendemain il rentrait, Biya faisait 4 mois, 2 mois à l'hôtel intercontinental. Il s'en foutait. Mais à partir du moment où on est entré à l'intérieur de cet hôtel, le délogé, à partir du moment où on a empêché ses venues en Europe, Biya lui-même est resté au Cameroun. C'est un fait. Vous pouvez ne pas être d'accord par la méthode et tout, mais c'est un fait. Nous avons attaqué la dictature. Nous ne l'avons pas dénoncée. Nous sommes passés de la parole aux actes. Donc, si le président Issa Chiroma est incapable de parler depuis la Gambie, parce que je peux comprendre un certain nombre de choses, mais ça veut aussi dire qu'il n'ira pas au bout de cette reconquête, parce qu'il va suivre les lois, ou bien l'accord qui le lie à son hôte. Je peux le comprendre. Mais là, je demande au président Issa Chiroma de quitter la Gambie et de partir vers un pays qui va lui accorder les pleins pouvoirs et l'autonomie dont il a besoin pour pouvoir s'exprimer et dire un certain nombre de choses. Il doit prendre ses responsabilités. Avoir peur de demander aux Camerounais de se révolter contre ce régime, alors on ne veut pas combattre ce régime. Mandela n'a pas eu peur de demander aux Sud-Africains de se révolter contre l'apartheid et contre les dirigeants de l'apartheid. Il n'a jamais eu peur. L'ANC n'a jamais eu peur de demander aux Sud-Africains de combattre par tous les moyens et de toutes leurs forces le régime dictatorial d'apartheid qui était en Afrique du Sud. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont eu cette latitude de pouvoir appeler le peuple à prendre ses responsabilités. Taper les casseroles, c'est accompagner le régime. Même si le régime accordait ou laissait les gens marcher avec les casseroles, cela ne devait fondamentalement rien changer. Fondamentalement rien changer. Avoir des milliers de personnes dans les rues et rentrer à la maison le soir, revenir encore un autre jour pour dénoncer, cela ne change strictement rien du tout. Revenons à ce qui s'est passé ici en 2021, je pense, 2021, avec les Gilets jaunes. Fin 2020, début 2021. On a laissé les Gilets jaunes faire ce qu'il y avait à faire. Parce qu'on pensait que ce serait comme d'habitude. Mais quand on s'est rendu compte que c'était un mouvement extrêmement radical et d'une certaine manière violent vis-à-vis des institutions, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de 100 000 gardes à vue? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de 50 000 condamnations? Est-ce que vous savez qu'il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie, tuées par des bavures policières, une répression sanglante
au cœur même de la démocratie. Mais les Gilets jaunes ont fait bouger des lignes. Ils ont fait changer des choses. Avant le mouvement des Gilets jaunes, le prix du carburant n'était pas à 2 euros. 2,30 €. Non. Non. Aujourd'hui, le prix du carburant est à 2 €, mais personne n'ose plus sortir. Pourquoi? Parce que la vapeur et la machine s'est inversée. Le rapport de force s'est inversé. La répression des Gilets jaunes a peut-être eu un coup, même pas peut-être, a eu un coup psychologique sur les autres. Aujourd'hui, personne n'ose plus. Le carburant est à son plus haut niveau, mais personne n'ose plus mettre les yeux à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas éradiqué le système. On l'a combattu et on n'est pas allé au bout du combat. Je peux comprendre qu'il y a eu la Covid et tout, et tout, et tout. Je peux le comprendre. Kalice Beyala a raison. Je ne peux pas, moi, jeter la pierre sur Kalice Beyala. Et ça montre quelque chose. C'est que chez Issa Tcheroma, on peut ne pas être d'accord avec lui sans avoir toute une vague de fous cinglés qui se lèvent et insultent. Kalice Beyala s'est exprimé. Kalice Beyala a dit ce qu'elle avait à dire. Issa Tcheroma n'a pas envoyé les billes insulter Kalice Beyala. Non. Ce qu'elle a dit, je suis sûr qu'elle l'a déjà dit dans des forums bien restreints où Issa Tcheroma même se trouve. Il y a au moins une certaine discussion là-bas. Contrairement à l'homme d'Odia qui ne veut rien entendre, c'est lui le maître, l'alpha, l'oméga. Il y a au minimum, un dialogue qui se passe là-bas. Des gens qui disent, qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Revenons à nos moutons. Mes chers frères, il y a 2 responsabilités pour un changement. Il y a 2 responsabilités. Une est prépondérante. La responsabilité civile, la responsabilité du peuple. Qu'est-ce que moi je fais pour le changement au Cameroun? Qu'est-ce que moi je fais? On peut avoir un changement sans toutefois, je dis bien, sans toutefois avoir un leader. On peut avoir un changement sans toutefois avoir un leader. Je vais prendre l'exemple de la Tunisie. Est-ce qu'il y a eu un leader pour renverser Ben Ali? Il n'y a pas eu un leader. Il y a eu une frustration qui a atteint son apogée et le peuple a explosé. Je peux vous garantir que entre Biya et Ben Ali, Biya est un chaton face à Ben Ali en matière de répression dictatoriale. Les Tunisiens ont été élevés dans la dictature. Ben Ali a été l'un des plus cruels. Mais ils n'ont pas hésité un seul instant. Si vous pensez que le changement viendra de Yaoundé, non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le changement peut partir d'un tout petit village au Cameroun et embraser tout le Cameroun parce que le ras-le-bol est là. Qu'on aime Issa Tcheroma, qu'on ne l'aime pas, les Camerounais vivent dans la misère. Ne fuyons pas nos responsabilités. Le MS ne doit pas nous amener dans cette rivière-là qui est une rivière sans fin, un labyrinthe. Non, le MS ne doit pas nous amener là-dedans. En nous faisant croire qu'il faut absolument un leader. Je le dis, hein, je ne suis pas en train de me contredire. Dans le contexte actuel, avec un président élu, oui, il doit donner le là. Mais ce n'est pas à lui. Je dis encore que ce n'est pas à lui de faire ce qu'il faut faire. C'est au peuple. C'est aux citoyens que nous sommes. C'est notre responsabilité. Et d'ailleurs, Issa Tcheroma l'a dit. Je veux bien rentrer au Cameroun demain si vous le voulez. Mais qu'est-ce que nous mettons en place sur pied pour que Issa Tcheroma rentre au Cameroun demain? Je vous entends toujours dire que non, l'adversaire n'est plus Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Non, mon adversaire n'a jamais été Maurice Kamto.
De la même manière que je dénonce certains manquements d'Issa Tchiroma, c'est de la même manière que j'ai dénoncé énormément de manquements de Maurice Kamto. Mon adversaire, c'est Paul Biya. Et pas ni Issa Tchiroma, ni Maurice Kamto. Mais ce que Maurice Kamto fait là, c'est du dilatoire. Ce que le MRC est en train de faire là, c'est du dilatoire. Créer un conflit stérile et inutile pour faire croire que les uns, en fait, que ceux qui combattent bien en réalité ne combattent pas bien, mais combattent de MRC. J'ai même vu une affiche farfelue pour alimenter cela, où on met le FSNC, le MRC, le RDPC, Cabral Libi, du PCN et les autres partis, tous face au MRC. Non. Non. C'est une crise artificiellement créée par Maurice Kamto et sa bande pour avoir une certaine existence. C'est tout. Et j'entends aujourd'hui les militants du MRC opposer à Issa Tchiroma les mêmes choses que le RDPC opposait à Kamto. Est-ce que Issa Tchiroma a une assise nationale? Issa Tchiroma n'a aucune assise qui soutenait Issa Tchiroma. Mais qui vous dit que c'est ce qui existe en démocratie? Vous parlez de démocratie. Qui vous dit? Qui vous fait croire? Parce que ça, c'est les affaires, les bêtises de Maurice Kamto. Que pour... Et Paul Biya d'ailleurs, ils ont le même langage. Hier, c'était le langage que Paul Biya utilisait vis-à-vis de Maurice Kamto. Et Maurice Kamto se défendait avec les mêmes termes que je vais utiliser tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est Maurice Kamto et sa bande qui l'utilisent contre Issa Tchiroma. Qui vous dit qu'en démocratie, dans une véritable démocratie, il faut avoir une assise populaire? Qui vous le dit? Vous connaissez combien de militants comment ils appellent ça? Les républicains ont? Ils n'ont même pas 100 000. Ils n'ont même pas 100 000 adhérents. Les républicains n'ont pas 100 000 adhérents. Le parti d'Emmanuel Macron, ils n'ont même pas, je ne pense pas qu'ils ont 90 000 adhérents. Le parti politique en France qui a beaucoup plus d'adhérents, c'est le Rassemblement Bleu Marine. C'est le RN. C'est le RN qui a beaucoup plus, je pense qu'ils sont à 140 000, quelque chose comme ça. Mais avec les 140 000, ils n'ont jamais eu la présidence en France. C'est le parti le plus populaire aujourd'hui. Mais ils ne sont jamais arrivés premiers à une élection. Oui, premier. Peut-être passer le premier tour en 2022 avec Jean-Marie Le Pen. Mais ils n'ont jamais accédé à la magistrature suprême. En démocratie, ce n'est pas ta base militante qui t'envoie à la présidence. C'est ta capacité de pouvoir convaincre les gens. Allez dire à Kamto, allez dire au MRC, avec toutes les têtes couronnées qu'ils ont, que la démocratie ne repose pas sur une assise électorale. Non. La démocratie ne repose pas sur une assise électorale. En démocratie, tu es élu parce que tu as pu convaincre un maximum de personnes. Parce que tu as pu rallier un maximum de personnes. Emmanuel Macron a été élu président de la République en France sur quelle base électorale? Sur quelle base électorale? Sur quel militant? Était-il membre d'un parti traditionnel, on va dire la gauche ou la droite? A-t-il été désigné par un parti traditionnel en France, on va dire la gauche ou la droite? Non. Il y a des maires qu'on appelle sans étiquette. C'est leur capacité et qui ont battu, même lors des dernières élections ici, qui ont battu des maires qui venaient de grandes structures politiques. Non. Badi Bakayoko n'est pas maire de Saint-Denis parce que il avait une grande base électorale. Je suis désolé. C'est sa capacité à pouvoir convaincre son électorat et aller au-delà de son électorat. Ce n'est pas l'assise politique. Tu peux avoir les bureaux dans tous les les commissions départementales ou bien les bureaux de représentation de ton parti dans tout l'étendue du territoire national et ne pas être capable d'accéder à la magistrature suprême. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
La démocratie n'a pas besoin d'assises. Non. Issa Chiroma, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, a su fédérer autour de sa candidature en 2025 un maximum de Camerounais qui l'ont porté. Il a su le faire. Il a su convaincre. Il a su toucher les cœurs des gens. C'est ça, un véritable lion politique. C'est sa capacité à pouvoir convaincre. En démocratie, arrêtez vos conneries d'assises nationales. Cela n'existe pas en démocratie. On a vu des démocrates voter pour Donald Trump. Je prends un exemple aux États-Unis où il y a deux grands groupes, les républicains et les démocrates. On a vu des démocrates voter pour Donald Trump massivement parce que au-delà de leur appartenance à leur parti politique, Donald Trump a su convaincre cet électorat-là qui n'était pas acquis à sa cause. On a vu les indécis au dernier moment voter. D'ailleurs, il faudrait que vous le sachiez au MRC. Ceux qui font le plus basculer une élection, ce n'est pas la base militante. Généralement, non. Ce sont les indécis, ce sont les sans étiquette. Ce sont les sans appartenance politique ou idéologique qui font balancer au gré des propositions des candidats, au gré de leurs propres intérêts. Au gré de leurs propres intérêts. Je vais voter pour tel candidat. Peut-être son programme au niveau de la sécurité extérieure du Cameroun n'est pas meilleur. C'est pas mon problème, je m'en fous. À partir du moment où il me garantit un prix plancher du carburant peut-être à 400 francs. Il me garantit un prix plancher du pétrole lampant à peut-être 150 francs. Il me garantit une augmentation spectaculaire du SMIC de 50 000 à 160 ou à 180 000. Ben, je vais voter pour lui parce que je veux ces avantages-là. Je vais voter pour lui parce que j'ai été agressé et sur le plan sécuritaire national, il propose l'augmentation des officiers de police judiciaire, un recrutement massif à la police, et la création des commissariats dans chaque grand quartier. Chacun vote pour un intérêt bien spécifique. Si mon candidat ne me propose pas ce genre de choses, mon candidat me dit que non, le SMIC va quitter de 25 000, de 40 000 à 25 000. Mais je préfère aller voter pour celui qui me garantit un SMIC élevé par rapport à mon candidat. C'est ça la politique. Et comme Biya a pris le temps de faire comprendre aux Camerounais que non, pour que le RDPC puisse gagner, c'est parce qu'on a une base nationale. C'est parce qu'on est dans tous les bureaux de vote. Non. Encore là, non. Encore là, non. Celui qui a organisé les élections quand Emmanuel Macron a remporté son élection en 2017, c'était le ministre de l'Intérieur nommé par François Hollande. Après ce qui s'est passé entre François Hollande et Emmanuel Macron, François Hollande aurait pu dire à ce ministre-là, tu me truques les élections. Mais le mécanisme, les garde-fous sont tels que le ministre ne peut même pas tripatouiller quoi que ce soit. Bien qu'il savait que si je perds cette élection, je pars. Le mécanisme est clair et transparent pour tout le monde. Emmanuel Macron a gagné sans aucune assise nationale. Parce qu'il a pu convaincre des millions de Français à voter pour lui. À l'élection présidentielle, il y a eu peut-être 30 millions de Français qui ont voté pour lui. Dans son propre parti, il n'y a pas 100 000 personnes. Il n'y a pas 100 000 personnes. Parce que chaque citoyen est conditionné à un véritable changement. Est-ce que chez nous, nous sommes conditionnés à ce changement-là? Nous ne sommes pas conditionnés à ce changement. Nous ne pouvons donc pas reprocher aujourd'hui à Issa Chiroma les mêmes manquements que Kamto a eu. Nous ne pouvons pas. En tout cas, nous sommes mal placés en fait. Vous êtes mal placés pour le faire. Parce que quand on demandait à Kamto d'aller au-delà d'un certain nombre de choses, vous étiez en train de tirer sur nous ici. Mais ne tirez pas sur Issa Chiroma. Laissez les autres le faire. Laissez les autres le faire. Monsieur le Président Issa Chiroma, je m'adresse directement à vous.
Biya est un monstre froid, comme ils aiment souvent dire que l'État est un monstre froid. Nous sommes en dictature. Nous ne sommes pas en démocratie où il faut utiliser la voie légale pour se faire entendre. Nous sommes en dictature, monsieur Issa Tiroma. Prenez vos responsabilités du président de la République. Prenez vos responsabilités de président élu du Cameroun. Ce régime-là, vous n'allez pas l'accompagner. Non. En tout cas, nous n'allons pas vous laisser faire. Si c'est pour accompagner ce régime, je m'inscris en faux. On l'a déjà fait depuis 1997. On l'a fait en 2004. On l'a fait, vous l'avez fait, vous les hommes politiques. Et là, je parle d'une généralité. Que ce soit Elimbi Lobé, Siri Sambaka, comment il s'appelle encore là? Son nom me reviendra. Et les autres, Taminou Damjoya, Cabral Libi, vous avez accompagné le régime dictatorial de Biya. Depuis 97, 2004, 2011, 2018 et là encore 2025. Est-ce qu'on va refaire encore les mêmes erreurs? Non. Si vous comptez récupérer votre fauteuil de président de la République pour cette transition tant souhaitée au Cameroun, Monsieur le Président Issa Tiroma, il faut un véritable challenge vis-à-vis de Biya. Il faut transgresser les lois. Il faut appeler à l'insurrection. C'est votre droit. Il faut appeler à une insurrection. Ou alors accompagner simplement le régime Biya. Et taisons-nous. Taisons-nous, ça va faire bientôt 1 an. 1 an, on attend. 1 an. Rien ne s'est fait comme en 2018. On va se retrouver 1 an après, comme en 2019, encore rien, simplement des slogans, dans la paix, dans les unes, je ne vous trahirai point, je suis le président élu. Après 1 an, après 1 an, après 1 an, nous allons compter comme ça 7 fois. Non. Faites comme Mandela, monsieur. Faites comme les autres. Ils ont pris leurs responsabilités. Si la Gambie vous restreint dans vos mouvements, et dans vos actions, alors quittez la Gambie. Pour moi, je vous soutiendrai jusqu'au bout, à partir du moment où vous remplissez, selon moi et selon une grande partie des personnes réfléchies, les conditions d'un véritable opposant politique. Vous êtes en exil. Je ne vois pas où est une compromission. Maintenant, un opposant politique ne fait pas que des tests. Non. Et même s'il fait des tests, ce n'est pas des tests d'accompagnement. C'est un challenger. C'est quelqu'un qui veut sa revanche. C'est quelqu'un qui veut se battre. Et c'est quelqu'un qui doit se battre. Prenez vos responsabilités. Et ça, les Camerounais adorent. Monsieur le Président Issa Tiroma, le Camerounais, on le met face à sa responsabilité. On ne le caresse pas. Parce qu'en réalité, il a d'autres préoccupations. Ceux qui sont en train de vous taper dessus seront les mêmes qui vont vous dire que quand c'était à votre tour, quand c'était à notre tour, vous n'étiez pas là. Mais prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Biya ne peut pas être combattu par les casseroles. Biya ne peut pas être combattu par quelques dénonciations. Vous avez des leviers. Est-ce que les Camerounais sont capables de faire des villes mortes? Est-ce que les Camerounais sont capables d'opérer une rupture à 360 degrés, d'arrêter tout et de challenger ce régime? Est-ce que les Camerounais sont capables de faire face à cette dictature comme on a vu en 2025? Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Mais vous ne le saurez pas si vous ne mettez pas les Camerounais face à leurs responsabilités. Faites-le. Et si demain quelqu'un vient vous dire, qu'est-ce que Issa Tiroma a fait? Mais Issa Tiroma a pris sa responsabilité. Il a demandé au peuple de faire un certain nombre de choses. Le peuple n'a pas suivi. Et on sait qu'il n'a pas fait quoi.
Ne faites pas comme Kanto. Kanto nous a toujours demandé de rentrer chez nous. Kanto nous a toujours demandé de tendre la joue gauche quand on nous giflait à la droite. Non, mettez-nous face à nos responsabilités. En Tunisie, le décès d'un citoyen a déclenché une vague de colère sans précédent qui a amené en quelques heures le gouvernement à partir. Au Cameroun, des atrocités similaires, on en a tous les jours. Les Camerounais, pour certains, vous attendent. Et même pour cette communauté internationale, il y en a qui attendent que vous preniez vos responsabilités. Ou alors, Monsieur le Président, retournez au Cameroun et mettez-vous dans la bataille politique. Allez aussi aux élections. Si vous êtes en exil, c'est pour challenger Paul Biya. Si vous êtes en exil, c'est pour faire en sorte que les Camerounais puissent prendre leurs responsabilités. Je salue et j'ai salué l'effet que vous avez donné cette oreille à la brigade anti-Sardina. Je l'ai salué. Mais il faut en faire plus. Ne comptez surtout pas sur la brigade anti-Sardina. Non. Prenez vos responsabilités comme Mandela. Adressez-vous au peuple. Dites au peuple ce qu'il doit faire face à la tyrannie, face à la dictature. Au Cameroun, vous le savez, aucune élection ne peut faire tomber le régime dictatorial de Biya. Aucune. Au Cameroun, il faut un soulèvement, il faut une insurrection. Il faut catalyser le peuple. Et je suis d'accord avec vous que la nimosité dans laquelle nous nous trouvons, créée de toutes pièces par le RMRC, n'est pas propice à ce soulèvement. Mais cela n'est pas insurmontable. Cela n'est pas insurmontable. Les plateaux où les gens viennent parler matin, midi, soir, c'est bien beau, mais ça ne règle pas le problème. Nous sommes dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme nos oreilles, on dit ça sent. Non, on nettoie la merde. On assainit l'environnement et on avance. Monsieur le Président Issa Tiroma, les Camerounais vous ont donné un pouvoir et les Camerounais entendent que vous exercez ce pouvoir. Il est temps de challenger ce régime. Et je me mettrai à vos côtés. Je ferai ce que je sais faire le mieux. Et je le ferai très bien. Mais il faut déjà que vous nous montrez le chemin. C'est vous, le chef d'État. C'est vous, le premier des Camerounais, parce que les Camerounais vous ont choisi. Kalis Beyala a 1000 et 1000 et 1000 fois raison. Sortons de ce storytelling politique qu'on a au Cameroun. Sortons véritablement de ce storytelling. Sortons de là. On nous a tellement bassiné avec ce message-là qu'on ne peut pas challenger le RDPC en dehors des urnes, qu'on ne peut pas challenger la dictature en dehors des urnes. Sortons de ce storytelling. Sortons de là. La dictature se combat dans la rue. La dictature se combat dans la violence. La dictature se combat en transgressant les lois établies par le dictateur. Pas en l'accompagnant. Pas en la dénonçant. Président Maurice Kamto, l'histoire reste le seul juge. Et un jour, l'histoire va vous juger. Vos amis peuvent insulter et dire n'importe quoi. Retrouvez-moi sur TikTok.